Les tombes étaient toutes scellées, rien ne semblait avoir été déplacé, mais l'atmosphère était glaciale. Ma mère et mon beau-père ont été les gardiens d'un petit cimetière pendant environ 10 ans. Avec 6 enfants entre eux, nous avons tous fini par les aider à un moment ou un autre. Un été particulièrement chaud, je donnais un coup de main à ma mère pour tondre l'herbe et entretenir le terrain. Pour éviter la chaleur écrasante, nous essayions de commencer tôt le matin. Un jour, nous avons eu des problèmes avec le camion, ce qui nous a fait prendre du retard. Nous n'avons pas pu tout terminer ce jour-là. Ma mère avait un rendez-vous le lendemain matin et il était prévu qu'il pleuve le surlendemain. Pour ne pas accumuler de retard, j'ai proposé de finir le travail toute seule le lendemain à l'aube. Vers 7 heures du matin, je suis arrivé au cimetière avec mon casque audio sur les oreilles, prête à terminer la coupe autour des pierres tombales. Tout se passait bien jusqu'à ce que j'atteigne la partie la plus ancienne du cimetière, située sur une petite pente. Une fois en bas de la colline, on ne pouvait plus voir la route, mais elle redevenait visible à mi-chemin de la montée. Quand j'ai fini de couper l'herbe autour de la dernière pierre tombale, j'ai éteint mon équipement et commencé à remonter la pente. Alors que je levais les yeux, j'ai vu une petite fille vêtue d'une jolie robe rouge. Elle courait et a disparu derrière une grande pierre tombale. Sur le moment, j'ai pensé que ses parents devaient être venus rendre visite à un proche et que la petite fille s'était éloignée pour jouer. Il était environ 9 heures du matin, une heure raisonnable pour une visite familiale. En atteignant le sommet de la colline, j'ai regardé autour de moi, il n'y avait ni voiture ni personne. Le cimetière était assez isolé, loin de toute maison, et la petite fille était bien trop propre et bien habillée pour être arrivée là à pied. Un peu inquiète, j'ai crié pour l'appeler, pensant qu'elle pouvait être cachée ou perdue. Je pouvais voir parfaitement la pierre tombale derrière laquelle elle s'était enfuie, mais il n'y avait personne. Pas un mouvement. J'ai inspecté les alentours et appelé à nouveau, mais elle semblait s'être volatilisée. Déconcerté, j'ai appelé ma mère pour lui expliquer ce qui venait de se passer. Je lui ai demandé si je devais prévenir la police. Une enfant de 3 ou 4 ans, seule dans un cimetière isolé, cela me paraissait très sérieux. C'est alors que ma mère, avec un calme déconcertant, m'a demandé si la petite fille portait une robe rouge. Interloqué, j'ai confirmé. Elle m'a répondu d'un ton presque désinvolte. « Oh, c'est juste la petite fille fantôme. » Je suis resté sans voix. Pourquoi ne m'avait-elle jamais parlé de ça? Elle a expliqué qu'elle avait peur que je refuse de venir l'aider si je pensais que le cimetière était hanté. Je n'étais pas particulièrement superstitieuse à l'époque, mais je savais que je n'avais pas rêvé ce que j'avais vu. Même si j'aurais probablement continué à l'aider cet été-là, j'aurais évité de rester seul sur place. Depuis, je retourne parfois au cimetière pour visiter les tombes de certains membres de ma famille, mais je m'assure toujours d'être accompagné. Heureusement, je n'ai jamais revu cette petite fille et je préfère que ça reste ainsi. Il y a quelques années, j'ai participé à un projet de restauration dans un ancien cimetière abandonné. C'était un lieu chargé d'histoire, oublié par le temps, mais ce que nous avons découvert sur place dépassait de loin ce que j'aurais pu imaginer. En arrivant, nous avons été frappés par l'état désolant du site. Chaque tombe semblait avoir été délibérément profanée. Les vieilles plaques de bois marquant les sépultures étaient couvertes de graffitis grossiers, certaines à moitié brisées ou renversées. Les pierres tombales les plus solides avaient été renversées ou déplacées, et pire encore, plusieurs sépultures avaient été exhumées. Le sol était creusé, retourné, et dans certains endroits, des ossements humains émergeaient partiellement de la terre, exposés aux éléments. Ce n'était clairement pas l'œuvre de pilleurs de trésors, mais d'individus motivés par une volonté de destruction gratuite. Il ne s'agissait pas simplement de chercher des objets de valeur enfouis, c'était de la profanation pure et simple. La vue de ces tombes violées, de ces restes humains traités sans aucun respect, suscitait à la fois de la colère et du dégoût. Restaurer ce lieu n'était plus seulement un travail, c'était une mission pour redonner un semblant de dignité à ceux qui y reposaient. Lors d'un autre projet de restauration, je travaillais sur un terrain isolé dans une région rocailleuse. En explorant les lieux,
j'ai remarqué plusieurs monticules de pierres soigneusement empilés à la main de chaque côté d'un cours d'eau. Intrigué, je me suis mis à creuser par curiosité, pensant trouver des vestiges de structures anciennes ou des traces d'activités humaines oubliées. Après quelques coups de pelle, j'ai délogé quelques pierres et, à ma grande surprise, j'ai découvert des ossements. Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai compris que ces monticules n'étaient pas des formations naturelles ni des ruines, mais des sépultures oubliées. Ces pierres empilées étaient des marqueurs funéraires rudimentaires, des tombes anonymes laissées à l'abandon depuis des décennies, voire des siècles. L'atmosphère de cet endroit était singulièrement pesante. Dès que j'ai réalisé où je me trouvais, un sentiment étrange d'être observé m'a envahi. Chaque bruissement de feuilles, chaque souffle de vent semblait chargé d'une présence invisible. Ce n'était pas seulement le poids de l'histoire, c'était comme si les esprits de ces défunts oubliés surveillaient mes mouvements. Les matins, la brume épaisse recouvrait la zone, créant un décor presque irréel. À travers le brouillard, les formes des monticules de pierre paraissaient mouvantes, comme si des silhouettes spectrales se déplaçaient silencieusement dans la lumière diffuse. Mon esprit rationnel savait que ce n'était qu'une illusion créée par l'humidité et le jeu des ombres, mais la sensation d'être observé restait tenace. J'ai travaillé dans un cimetière pendant un été, lorsque j'étais à l'université. C'était un endroit calme la plupart du temps, un lieu chargé d'histoire, imprégné d'une atmosphère à la fois paisible et mystérieuse. Mais certains jours, le calme du cimetière prenait une tournure bien plus étrange. Il y avait une tombe en particulier qui attirait l'attention. Celle d'un homme qui, selon les légendes locales, avait des pouvoirs mystiques. On disait qu'il pouvait voir l'avenir et lire les lignes de la main avec une précision troublante. De son vivant, les habitants du village allaient régulièrement le voir pour connaître leur destin ou obtenir des conseils dans les moments difficiles. Son nom était chuchoté avec un mélange de respect et de crainte. Même après sa mort, son aura mystérieuse ne semblait pas s'être éteinte. Certains soirs, surtout lors des nuits de pleine lune, des gens venaient discrètement dans le cimetière. Ils se rassemblaient autour de sa tombe pour pratiquer des rituels. Je les voyais parfois de loin, des silhouettes enveloppées dans des manteaux sombres, tenant des bougies vacillantes dans la nuit. Ils marmonnaient des prières ou des incantations que je ne comprenais pas. Une fois, par curiosité, je suis resté caché pour observer l'un de ces rituels. Ils avaient disposé des objets étranges autour de la tombe, des herbes séchées, des pierres gravées de symboles inconnus, et même de vieilles pièces de monnaie. Leur voix, basse et grave, résonnait dans l'air immobile. Je n'ai jamais su ce qu'ils espéraient accomplir, mais l'atmosphère était oppressante, presque surnaturelle. Puis il y a eu ce matin où j'ai trouvé le corps de ce chat brûlé, ligoté près de cette même tombe. C'était comme si les rituels avaient pris une tournure plus sombre, comme si quelqu'un cherchait à invoquer quelque chose ou à attirer l'attention de forces qui n'auraient jamais dû être dérangées. Les autorités ont enquêté, mais rien n'a jamais été éclairci. Les funérailles et les pierres tombales sont une affaire de famille, et mon père a accumulé un nombre incalculable d'histoires étranges et macabres au fil des ans. Certaines sont simplement dérangeantes, tandis que d'autres sont carrément horrifiantes. Voici deux récits particulièrement essayourants qui me viennent à l'esprit. Un jour, mon père et son équipe ont été appelés dans un cimetière pour nettoyer un mausolée. En général, cela signifie enlever des graffitis, nettoyer les murs ou réparer un élément endommagé par le temps. Cette fois-ci, c'était bien plus sinistre. Le gardien du cimetière les a conduits à une tombe récemment scellée où un corps fraîchement enterré avait explosé. Apparemment, une combinaison de chaleur intense et de décomposition rapide avait provoqué une accumulation de gaz interne. Le cercueil n'avait pas résisté à la pression, et le corps s'était littéralement désintégré, ses restes liquéfiés coulant le long des murs en une masse noire et visqueuse. L'odeur était indescriptible, la pire que mon père ait jamais sentie de toute sa carrière. Horrifié et nauséeux, il a immédiatement quitté les lieux et appelé une équipe spécialisée en gestion de matières dangereuses. Dans une autre histoire encore plus choquante, lui et son équipe installaient un caveau, une grande boîte en ciment où repose le cercueil, dans une fosse fraîchement creusée avant une cérémonie funéraire. C'était une journée ordinaire, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'inhabituel au fond de la fosse, de gros morceaux de ce qui ressemblait à de la viande grillée.
Troublé et confus, mon père a interrogé le directeur du cimetière, qui lui a sèchement dit de ne pas s'en préoccuper et de continuer le travail. Mais il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait vu. Il en a parlé à d'autres employés sur place et a fini par prévenir les autorités. Après une enquête approfondie, il s'est avéré que le crématorium situé sur le site fonctionnait selon des pratiques épouvantables. Pour économiser de l'argent sur le combustible, il ne brûlait pas complètement les corps. Les restes humains partiellement incinérés étaient ensuite jetés dans des fosses destinées à d'autres enterrements. Cette découverte macabre a provoqué un scandale majeur. Plusieurs personnes impliquées dans cette pratique sinistre ont été arrêtées et condamnées à de lourdes peines de prison. Mon père, lui, n'a jamais oublié ces incidents. Même après toutes ces années, chaque fois qu'il raconte ces histoires, elles provoquent toujours la même réaction horrifiée chez ceux qui les entendent. Ma grand-tante et sa famille possédaient 2 maisons funéraires, et mon père travaille encore aujourd'hui dans l'une d'elles. Si vous ne le saviez pas, de nombreuses maisons funéraires disposent de quartiers d'habitation sur place pour qu'un membre du personnel soit toujours disponible en cas d'urgence. Mon cousin vivait dans l'un des funérariums appartenant à ma grand-tante, et j'y passais souvent la nuit quand j'étais enfant. Mes cousins et moi étions jeunes et insouciants. Nous avions l'habitude de jouer à cache-cache dans les salles d'exposition et même dans la pièce où étaient entreposés les cercueils. C'était notre terrain de jeu préféré, jusqu'au jour où tout a changé. Une fois, alors que nous courions dans l'une des salles d'exposition pendant un jeu, nous sommes tombés nez à nez avec un corps en exposition dont nous ne savions pas l'existence. L'homme était étendu dans son cercueil sans mâchoire inférieure. La vision de son visage incomplet nous a terrifiés. Nous avons crié et fui la pièce, jurant de ne plus jamais jouer là-bas. Une autre histoire mémorable est liée à une veillée funèbre organisée par une famille tzigane. Ils avaient des traditions uniques et passionnées. Cette nuit-là, ils ont allumé un énorme feu de joie dans l'allée du funérarium et ont chanté et dansé toute la nuit en hommage à leurs défunts. Mais la fête a rapidement dégénéré. Pour des raisons que personne n'a jamais comprises, ils ont fini par briser toutes les fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment. Une des histoires les plus marquantes racontées par mon père concernait un homme qui s'était suicidé en sautant d'un pont autoroutier en pleine nuit. Malheureusement, plusieurs voitures l'avaient percuté avant que quelqu'un ne réalise qu'il s'agissait d'un corps humain. Quand les services funéraires sont arrivés, il ne restait presque plus rien à récupérer. Certains débris corporels avaient même percé des radiateurs de voitures. L'épouse du défunt, complètement dévastée, exigeait un cercueil ouvert malgré l'état du corps. Mon père et son équipe ont tenté de lui expliquer qu'il n'y avait rien de présentable, mais elle refusait de les croire. Lors de la cérémonie, son chagrin a éclaté en crise de désespoir. Elle s'est jetée sur le cercueil, hurlant et tentant de l'ouvrir. À force de secousses, elle a fini par comprendre le mécanisme de verrouillage et a réussi à ouvrir le couvercle. Heureusement, le contenu était bien scellé dans des sacs mortuaires et rien d'horrible n'a été exposé aux autres invités. Cependant, la police a dû intervenir pour ramener le calme. Lors de l'enterrement, le frère du défunt, visiblement ivre, a retiré son t-shirt, versé de la bière sur le cercueil puis uriné sur une pierre tombale voisine. Une conclusion aussi tragique que chaotique. L'histoire la plus étrange et la plus douce reste celle de mon cousin, tragiquement assassiné en 1994. Il travaillait comme embaumeur dans le funérarium de sa mère et avait toujours été un farceur invétéré. L'une de ses blagues préférées consistait à déplacer les meubles des salles de recueillement pour déstabiliser ses collègues. Il adorait aussi le gâteau au chocolat. Après sa mort, des événements inexplicables ont commencé à se produire dans le funérarium. Ma grand-tante racontait souvent qu'elle entendait des bruits de raclement, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol. Quand elle entrait dans une salle de recueillement, elle trouvait souvent une chaise seule au centre de la pièce. Plus étrange encore, chaque fois qu'un gâteau au chocolat était apporté pour une famille endeuillée, une vieille tradition dans le sud des États-Unis, il disparaissait mystérieusement de la table de service. On le retrouvait plus tard intact dans le bureau du directeur de funérailles. Nous avons toujours aimé penser que c'était mon cousin qui restait près de sa mère, veillant sur elle à sa manière, avec son humour et sa gourmandise qui lui étaient propres. Ces histoires font partie de notre héritage familial.
Aussi troublante ou étrange soit-elle, elle rappelle à quel point la vie et la mort sont liées, parfois de façon imprévisible, parfois avec un sourire inattendu à travers les larmes. Je travaille dans un cimetière depuis plusieurs années, et s'il y a bien une chose que je n'oublierai jamais, c'est cette expérience liée à l'utilisation du plastique dans les enterrements. En Norvège, la législation protège les tombes pendant 20 ans. Cela signifie que, pendant cette période, elles ne peuvent pas être touchées. Après ces 2 décennies, elles peuvent être rouvertes et réutilisées si nécessaire. En théorie, au bout de 20 ans, un corps est censé s'être complètement décomposé, ne laissant derrière lui que des ossements secs. Mais ce n'est pas toujours ce qui se passe. Entre les années 1950 et 1980, il était courant ici d'envelopper les corps dans du plastique avant l'enterrement. L'idée derrière cela était de contenir les odeurs et d'empêcher les fluides corporels de s'échapper dans le sol. À l'époque, cela devait paraître une solution moderne et hygiénique, un progrès technique en matière de gestion des sépultures. Personne ne semblait envisager les conséquences à long terme. Puis le temps a passé. Lorsque les autorités ont commencé à réutiliser certaines tombes, nous avons rapidement compris à quel point cette pratique était problématique. Je me souviens particulièrement d'un jour qui restera gravé dans ma mémoire. Nous étions chargés de rouvrir une tombe datant de la fin des années 1960. Selon les registres, le corps avait été enterré depuis plus de 50 ans. D'après notre expérience, nous nous attendions à trouver des restes squelettiques desséchés et quelques fragments de cercueil. Mais dès que nous avons commencé à creuser, quelque chose nous a semblé anormal. Le cercueil, bien que dégradé, contenait encore une sorte de linceul de plastique intact. Lorsque nous avons ouvert cette enveloppe, nous avons été frappés par une odeur nauséabonde indescriptible. Ce n'était pas l'odeur d'un corps en décomposition avancée, mais quelque chose de bien pire, un mélange de putréfaction et de stagnation, comme si le corps avait été conservé dans un macabre bain organique. Le cadavre était presque intact, son enveloppe de plastique ayant agi comme une sorte de barrière étanche. Les fluides corporels n'avaient pas pu s'échapper et avaient stagné, transformant la dépouille en une masse sombre et humide. Ce qui devait être une simple exhumation professionnelle est devenu une scène cauchemardesque. Nous avons dû travailler rapidement, en retenant notre souffle, le cœur battant à tout rompre. Le choc n'était pas seulement olfactif. Visuellement, c'était tout aussi dérangeant. Voir un corps censé être réduit à l'état d'ossement encore presque intact après tant de décennies était profondément troublant. Je me souviens que même les collègues les plus expérimentés étaient secoués. Personne n'avait anticipé un tel spectacle. Il y a quelques années, je travaillais pour le département des cimetières du comté. Notre tâche principale consistait à entretenir les cimetières disséminés à travers le territoire, tondre les pelouses, débroussailler et effectuer des réparations de base. Parfois, des agriculteurs tombaient par hasard sur des pierres tombales enfouies dans un champ ou dissimulées dans un bosquet d'arbres. Lorsque cela arrivait, nous venions sur place et utilisions des tiges métalliques pour sonder le sol et localiser d'autres pierres tombales, afin de rétablir et protéger ces vieux cimetières oubliés. Peu de temps après mon arrivée, nous avons reçu un appel d'un agriculteur qui avait découvert des pierres tombales en dégageant un chemin à travers une petite forêt pour accéder plus facilement à ces champs. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons rapidement réalisé que nous avions trouvé quelque chose d'exceptionnel, le plus ancien cimetière du comté, datant du XVIIIe siècle. En nettoyant les lieux et en dégageant les pierres tombales couvertes de mousse, nous avons commencé à lire les noms gravés, certains à peine visibles. Intrigués, nous avons fait des recherches sur ces personnes et découvert une histoire qui a rendu l'endroit encore plus étrange. Selon les archives locales, avant que le cimetière ne soit créé, un bâtiment se dressait sur ce site, une vieille école de campagne tenue par un couple, un mari et sa femme, qui en étaient les enseignants. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose de tragique s'est produit. D'après les rares informations trouvées dans les archives et les récits transmis oralement, il semble qu'une maladie soudaine et virulente ait frappé l'école. Les élèves, ainsi que le couple d'enseignants, auraient été mis en quarantaine dans le bâtiment, isolés du reste de la communauté pour éviter la propagation. Malheureusement, aucun d'eux n'a survécu. Après leur mort, le bâtiment aurait été démoli,
et les élèves ainsi que les enseignants auraient été enterrés sur place, leur tombe marquant à jamais cet épisode tragique. Au fil des siècles, la mémoire de l'école et de ses occupants s'est effacée, et la nature a repris ses droits, recouvrant peu à peu les tombes de végétation dense. Je travaillais comme gardien dans un vieux cimetière privé appartenant à une famille extrêmement riche. C'était leur lieu de repos familial, avec un mausolée imposant au centre et des tombes soigneusement entretenues tout autour. Le propriétaire, un vieil homme paranoïaque, avait engagé 3 agents de sécurité et 4 gardiens à temps plein, 2 pour la journée et 2 pour la nuit. J'étais un oiseau de nuit, alors le service de nuit ne me dérangeait pas, du moins jusqu'à cette nuit-là. Mon partenaire de garde de l'époque, que je vais appeler Gary, et moi faisions notre ronde habituelle autour du cimetière. Nous avions des talkie-walkie pour rester en contact avec l'agent de sécurité de nuit, posté dans une petite cabane à l'entrée. Tout était calme, comme d'habitude, jusqu'à ce que nous passions devant les portes massives du mausolée. Tout à coup, nos talkie-walkie ont commencé à émettre des grésillements intenses. Un son de statique désagréable et fort. Je me suis arrêté et j'ai regardé mon appareil. Il était bien allumé, donc je me suis dit que cela devait être dû à des interférences quelconques. Cependant, quand j'ai regardé celui de Gary, mon cœur a raté un battement, son talkie était éteint. Non seulement il était éteint, mais sa batterie était totalement à plat. Pourtant, il grésillait aussi fort que le mien. Nous avons échangé un regard inquiet et avons inspecté nos appareils, espérant trouver une explication logique. Rien ne faisait sens. Et c'est là que je l'ai vu, la porte du mausolée, qui était fermée et verrouillée plus tôt dans la soirée, était maintenant légèrement entr'ouverte. Nous savions que la clé était enfermée dans la cabane de l'agent de sécurité, personne ne pouvait être entré. Je pris mon talkie et appelai le gardien de sécurité de service. Il est arrivé rapidement, l'air perplexe, mais déterminé à vérifier ce qui se passait. Juste avant qu'il ne s'approche de la porte du mausolée, son propre talkie-walkie s'est mis à grésiller violemment. Ses bras se sont couverts de chair de poule instantanément, et je pouvais voir qu'il luttait pour ne pas céder à la panique. Malgré tout, nous avons décidé d'entrer. La lumière de nos lampes torchées projetait des ombres inquiétantes sur les murs de marbre froid. L'intérieur semblait parfaitement intact. Les tombes étaient toutes scellées, rien ne semblait avoir été déplacé mais l'atmosphère était glaciale. Pas une simple fraîcheur due à la pierre, mais un froid intense qui vous transperce jusqu'aux os. Et puis, le grésillement des talkie-walkie a soudainement augmenté, devenant presque assourdissant. Les 3 appareils hurlaient simultanément, des sons déformés et stridents se mêlant à ce que je jurerais être des gémissements ou des soupirs presque humains, mais pas tout à fait. Le son montait et descendait, comme une plainte venue d'un autre monde. Je ne sais pas qui a bougé en premier, mais en une fraction de seconde, nous avons tous fait demi-tour et couru hors du mausolée, claquant la porte derrière nous. Aucun de nous n'a dit un mot, nous étions trop secoués. Nous avons passé le reste de notre service enfermé dans la cabane de sécurité, les yeux rivés sur l'extérieur. Gary a démissionné dès le lendemain. Moi, j'ai tenu 3 ans de plus, mais je n'ai jamais remis les pieds près de ce mausolée la nuit. L'agent de sécurité, pour autant que je sache, travaille encore là-bas. Même aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Mon père travaillait comme fossoyeur à temps partiel dans le petit cimetière de notre ville. Avec les années, il a accumulé des histoires aussi fascinantes que troublantes. Voici quelques-unes de ses anecdotes les plus marquantes. Une femme extrêmement obèse et pauvre est décédée. À l'époque, la pratique courante était que l'État paie le cercueil et l'inhumation si la famille ne pouvait pas se le permettre. Mon père, toujours prêt à aider, offrait souvent ses services gratuitement lorsqu'il connaissait la famille. Cependant, les cercueils fournis par l'État étaient en bois bon marché, de qualité médiocre, et cette femme n'entrait tout simplement pas dans le cercueil standard. Faute de moyens pour une solution adaptée, ils ont dû l'enterrer dans un sac mortuaire. Lors de l'inhumation, ils ont essayé de descendre le sac avec le plus de douceur possible, mais le poids était trop important. Le sac s'est déchiré et un bras est tombé dehors.
Mon père s'est précipité pour recouvrir la tombe avant que la famille, qui entourait la fosse pour observer, ne voie quoi que ce soit. Il détestait que les familles insistent pour assister au remplissage de la tombe. Selon lui, il arrivait souvent que des cercueils bon marché s'effondrent sous le poids de la terre. C'était une scène que personne ne devrait voir. Sans compter que les proches avaient tendance à gêner les manœuvres, et il n'était déjà pas facile de manœuvrer une pelleteuse dans un cimetière étroit. Le cimetière était divisé en deux sections, une partie nouvelle bien organisée, et une partie ancienne remontant à la fin du XIXe siècle. À cette époque, beaucoup de familles ne pouvaient pas se permettre de poser des pierres tombales ou des marqueurs permanents. Certaines familles possédaient encore des parcelles ancestrales dans cette zone ancienne et voulaient y enterrer leurs proches. Malheureusement, cela signifiait souvent devoir creuser à la main, car il était impossible de savoir exactement où se trouvaient les anciennes tombes. Il arrivait parfois que des restes humains d'un ancien occupant de la parcelle soient découverts par accident. Lorsque cela arrivait, mon père devait discrètement déplacer ou ajuster les ossements pour permettre l'inhumation du nouveau défunt. Refuser d'enterrer quelqu'un dans cette partie aurait semblé logique, mais les gens sont rarement rationnels quand il s'agit de la mort. Ils insistaient pour être enterrés près de leurs ancêtres, quitte à devoir partager l'espace avec des défunts oubliés depuis longtemps. Une fois, une famille a absolument exigé que leurs proches soient enterrés à côté de tante Gertrude, même si personne ne savait exactement où elle reposait. Mon père disait souvent que, dans ce métier, respecter les volontés des vivants était parfois plus compliqué que de gérer les morts. Mon oncle a tenté de travailler dans un cimetière entre 22h et 4h du matin, travailler signifiant vendre et consommer des drogues. Il pensait que ce serait un endroit tranquille, à l'abri des regards indiscrets, mais il n'a tenu que quelques nuits avant de jurer de ne plus jamais y remettre les pieds. Ce qui l'a terrifié au point de sentir son âme frissonner et son sang se glacer? Des chiens de prairie, oui, ces petites créatures apparemment inoffensives. À première vue, on pourrait se demander ce qu'il y a de si effrayant chez de simples rongeurs fouisseurs. Ces petites boules de poils sont généralement adorables, fouillant le sol à la recherche de nourriture. Mais il y a quelque chose que peu de gens savent, les chiens de prairie ont un cri strident et perçant. Et ils aiment sortir de leur terrier au beau milieu de la nuit pour hurler dans l'obscurité. Imaginez maintenant la scène, un cimetière plongé dans l'obscurité totale, le silence oppressant des lieux. Mon oncle et son groupe étaient probablement paranoïaques, les nerfs à vif. Soudain, des cris aigus et perçants ont commencé à résonner de toutes parts. Invisibles dans l'obscurité, ces créatures semblaient surgir du néant, criant comme des âmes torturées. La panique s'est emparée de son groupe. Ils se sont éparpillés dans toutes les directions comme des cafards pris dans la lumière. L'un d'eux est même tombé dans un fossé, mais dans l'agitation et la confusion, il a été convaincu qu'il était tombé dans une tombe ouverte. Pour mon oncle, l'expérience était trop intense, trop surnaturelle dans son état d'esprit déjà fragile. Après cette nuit, il n'a plus jamais osé retourner dans ce cimetière. Ces cris inhumains et cette nuit de terreur restent gravés dans sa mémoire, un rappel que même les lieux les plus calmes peuvent devenir terrifiants quand on ne s'y attend pas. J'ai travaillé comme assistante directrice de funérailles au Royaume-Uni il y a une dizaine d'années. C'était bien plus qu'un simple métier, c'était un véritable honneur de pouvoir accompagner tant de familles dans des moments si difficiles. Malgré la douleur omniprésente, il y avait quelque chose de profondément gratifiant dans le fait de leur offrir un dernier adieu empreint de respect et de dignité. Cependant, il y a toujours une chose qui me bouleversait, la quantité de restes crématisés non réclamés que nous conservions au fil des années. Au-dessus des garages où étaient stationnées les limousines funéraires, nous avions un vaste grenier. Cet espace abritait des centaines d'urnes en plastique contenant les cendres de personnes de tous âges. Certains étaient des enfants ou de jeunes adultes. Les plus anciennes remontaient aux années 1950. Chaque propriétaire successif de l'entreprise avait simplement hérité de cette collection d'âmes oubliées. Lorsque je suis tombée enceinte, mon médecin m'a interdit de manipuler les corps pour des raisons de sécurité. On m'a donc confié une mission différente, retrouver les familles de ces défunts laissés pour compte et tenter de leur rendre leurs cendres. C'était une tâche monumentale. Malgré tous nos efforts,
de nombreuses urnes sont restées avec nous parce que personne ne voulait en assumer la responsabilité. Cela me brisait le cœur. Organiser les funérailles d'enfants et de bébés était toujours ce qu'il y avait de plus difficile. Ces petits êtres recevaient autant d'amour, de respect et de dignité que n'importe quel autre défunt passé entre nos murs. Mais il y a une histoire en particulier que je n'oublierai jamais. Une femme merveilleuse, dans la trentaine, venait souvent nous voir. Elle était profondément croyante, même si je ne me souviens plus de sa confession précise. Elle et son mari avaient traversé l'épreuve inimaginable de perdre 4 bébés à différents moments de leur vie. Aucun de ces petits êtres n'avait pris son premier souffle. À cause de cela, leur communauté religieuse leur refusait des funérailles religieuses pour leurs enfants. Ces bébés, parce qu'ils n'avaient jamais respiré, n'étaient tout simplement pas considérés comme vivants aux yeux de leur foi. Cela les excluait de tout rite funéraire sacré. Le couple n'a eu d'autre choix que de faire incinérer chacun de leurs enfants, une pratique également mal vue dans leur religion. La mère venait secrètement au funérarium 4 fois par an, à chaque anniversaire de ses enfants. Nous la recevions dans la salle de recueillement où se trouvaient les minuscules boîtes contenant leurs cendres. Elle s'asseyait là, silencieuse, et passait un moment seule avec ses bébés. La douleur qu'elle portait était palpable. C'était l'un des moments les plus déchirants auxquels j'ai jamais assisté. Nous avons toujours fait de notre mieux pour lui offrir tout le soutien et l'amour que nous pouvions. Elle était l'incarnation de la résilience et de l'amour maternel. Il y a tant d'histoires que je pourrais raconter, mais en parler me semble presque trahir l'intimité de ces vies que nous avons accompagnées. Pourtant, malgré les épreuves et les larmes, travailler dans ce milieu a été la plus belle et la plus marquante expérience de ma vie. Quand j'étais enfant, mon voisin d'un accent grave côté, Pip, a décroché un emploi de gardien dans le cimetière local. Au début, il était enthousiaste à l'idée de travailler à l'extérieur et de gagner un peu d'argent. Pour une courte période, il a même rejoint l'équipe chargée des enterrements. Malheureusement, cette expérience s'est transformée en cauchemar absolu, et il n'a jamais pu en parler sans grimacer de dégoût. Pour ceux qui ne le savent pas, enterrer un cercueil ne se limite pas à creuser un trou et à le descendre dans la terre. Avant de placer le cercueil, un énorme conteneur en béton appelé voûte funéraire est mis en place. Ce coffre est conçu pour protéger le cercueil des intempéries et empêcher l'affaissement du sol au fil du temps. C'est ici que les choses ont déraillé. Le chef d'équipe de Pip, notoirement incompétent, a accidentellement enterré quelqu'un dans le mauvais emplacement. Cette erreur n'a été découverte que plusieurs mois plus tard, quand la famille du défunt a voulu visiter la tombe et a remarqué que quelque chose n'allait pas. L'équipe a donc dû exhumer la voûte funéraire et déplacer l'ensemble dans la bonne parcelle. Ils ont creusé autour de la voûte avec des pelles pour fixer les sangles nécessaires à son extraction. Mais lorsqu'ils ont essayé de la soulever avec la pelleteuse, le mécanisme semblait bloqué. Le chef d'équipe, persuadé que la voûte était coincée sur quelque chose, a envoyé Pip dans le trou pour inspecter. Pip a déblayé le pourtour à la main et n'a rien trouvé. Il a signalé que tout était dégagé. Malgré cela, il est resté dans le trou pour aider, ignorant complètement les règles de sécurité. Puis, l'impensable s'est produit. Il s'est avéré que la voûte n'était pas coincée. Le joint d'étanchéité avait en fait cédé après des mois d'exposition aux intempéries. La pluie s'était infiltrée, remplissant la voûte d'une soupe nauséabonde de flotte stagnante, de débris organiques, d'insectes et de restes de corps en décomposition. Lorsque la pelleteuse a finalement réussi à soulever la voûte, elle s'est élevée juste au-dessus de la tête de Pip et la base en béton a cédé. Ce qui s'est déversé sur lui était indescriptible. Une cascade de ce que l'équipe a plus tard surnommé « jus de cadavre » l'a totalement submergé, le couvrant de la tête aux pieds. L'odeur était insoutenable. Tout le monde autour a immédiatement reculé en vomissant, choqué par ce spectacle aussi grotesque qu'inattendu. Pip, lui, a figé sur place pendant quelques secondes, comme paralysé par le choc. Puis il s'est jeté hors du trou, arrachant ses vêtements dans une frénésie de dégoût. Sans dire un mot, il a couru jusqu'à un tuyau d'arrosage, s'est rincé frénétiquement, puis il est monté dans sa voiture, en silence, et est parti. Il n'a jamais remis les pieds dans ce cimetière. Ce jour-là,
il avait littéralement quitté son emploi sans dire au revoir à personne. Selon ce que j'ai entendu, il a pris au moins 6 douches en rentrant chez lui et a encore passé des jours à essayer de se débarrasser de cette sensation infernale. Ma sœur n'a jamais travaillé dans un cimetière à plein temps, mais elle a eu un petit boulot saisonnier où elle devait ratisser les feuilles dans l'un des cimetières de notre ville. Pendant une semaine entière, elle a travaillé seule, passant ses journées à nettoyer les allées et à entretenir les tombes. Elle commençait son service très tôt le matin, vers 6 heures, alors qu'il faisait encore sombre et que l'endroit était particulièrement calme. Les premiers jours se sont déroulés sans incident, juste le travail habituel, ramasser des feuilles mortes, dégager les sentiers et entretenir le terrain. Mais un matin, en arrivant, elle est tombée sur quelque chose d'étrange qui lui a glacé le sang. Sur l'une des tombes, bien en vue, reposait un lapin entièrement blanc, immobile. Il était clairement mort, mais ce qui l'a troublé, c'est l'absence totale de blessures ou de traces visibles pouvant expliquer sa mort. Aucune morsure, aucune griffure, pas de sang. Le lapin semblait simplement s'être éteint, sans raison apparente. Ce qui rendait la situation encore plus étrange, c'est que ce type de lapin n'existe pas naturellement dans notre région. C'était manifestement un animal de compagnie, probablement domestiqué, vu sa couleur et son apparence. Mais comment était-il arrivé là? Elle a regardé autour d'elle, mais il n'y avait personne. Pas de traces récentes sur le sol humide, pas de signe indiquant que quelqu'un aurait pu venir placer l'animal là pendant la nuit. Le cimetière était silencieux, plongé dans cette atmosphère étrange que seuls ces lieux peuvent créer à l'aube. Même après des années, elle ne trouve toujours pas d'explication à ce qu'elle a vu ce matin-là. Un ami à moi travaille dans une entreprise de pompes funèbres que sa famille possède depuis plusieurs générations. Parmi les nombreuses histoires étranges qu'il a vécues, l'une des plus troublantes concerne un appel téléphonique inattendu. Un jour, un homme a contacté le funérarium, posant des questions très techniques sur le processus de crémation. Il voulait savoir à quelle température fonctionnait le four crématoire, combien de temps durait l'incinération et quel type de combustible était utilisé. Au début, cela semblait être une simple curiosité ou peut-être une recherche académique, mais l'insistance de l'interlocuteur a éveillé les soupçons de mon ami. En poursuivant la conversation, il a compris que l'homme avait un projet bien précis. Le père de l'homme, âgé de plus de 80 ans et atteint d'une maladie en phase terminale, était sur le point de mourir. La famille envisageait sérieusement de procéder à une crémation maison, ignorant complètement les lois et les procédures légales entourant la gestion des défunts. Malgré les explications sur les réglementations et les risques juridiques, l'homme a semblé peu concerné et a terminé l'appel en remerciant pour les informations. Quelques mois plus tard, l'homme a rappelé. Cette fois, il a posé une question encore plus dérangeante. Il cherchait à obtenir une crémation partielle. Mon ami, confus, a rapidement compris la gravité de la situation. Après le décès du père, la famille avait tenté de réaliser leur propre crémation en utilisant un bûcher improvisé dans leur jardin. Ils avaient utilisé des traverses de chemin de fer en bois, espérant que cela produirait suffisamment de chaleur pour réduire le corps en cendres. Cependant, ils ignoraient qu'un four crématoire professionnel fonctionne à des températures extrêmement élevées, bien supérieures à ce qu'un simple feu de jardin peut atteindre. Incapables de mener leur projet à bien, ils se sont retrouvés avec des restes humains partiellement brûlés. Espérant que le funérarium pourrait terminer le travail, ils avaient appelé pour demander un service impossible. Mon ami, horrifié, leur a expliqué que ce qu'ils avaient fait était non seulement illégal, mais aussi techniquement irréalisable dans un contexte professionnel. L'appel s'est terminé abruptement, laissant derrière lui une histoire à la fois tragique et macabre. Quand j'avais 15 ans, j'ai travaillé dans un cimetière à couper l'herbe, mais j'aidais aussi le personnel pour diverses tâches quand on avait besoin de mains supplémentaires. Ce travail m'a laissé des souvenirs qu'on ne peut jamais vraiment oublier, certains drôles, d'autres carrément horribles. Un vendredi, on n'a pas pu incinérer certains corps parce que la paperasse nécessaire n'avait pas été finalisée. On a dû attendre jusqu'au lundi suivant. Malheureusement, ce week-end-là a été marqué par une vague de chaleur record.
Quand nous sommes revenus le lundi matin, la scène était digne d'un film d'horreur. Les corps avaient explosé à cause de la chaleur accumulée dans le funérarium, créant un désordre indescriptible. Celui qui m'a le plus marqué était un homme âgé, barbu et dodu, qui ressemblait à un Père Noël macabre avec un énorme trou dans le ventre. C'était le genre de vision qui reste gravée dans votre esprit, peu importe combien de temps passe. Une fois, j'ai assisté au processus complet de crémation, depuis le moment où le corps est placé dans le four jusqu'à la réduction en cendres. C'est une expérience étrange, à la fois fascinante et dérangeante. Vous pouvez littéralement voir le corps passer à travers chaque couche de peau, de graisse et de muscles, se rétrécissant lentement sous la chaleur intense. À un moment donné, il y avait une petite ouverture d'aération dans le four, et par curiosité morbide, j'ai regardé à travers. Juste à cet instant, les mains d'une vieille dame en cours de crémation se sont levées à cause de la contraction des tendons, je suppose, et ses deux doigts du milieu se sont dressés comme pour me faire un doigt d'honneur. Je suis resté figé sur place, partagé entre le rire et l'horreur. Un autre cas mémorable était celui d'un homme qui avait sauté d'un pont et s'était fracturé le crâne à l'atterrissage. Lors de la crémation, on peut parfois récupérer des fragments d'os, et son crâne était encore en partie intact. On pouvait clairement voir le trou massif laissé par l'impact. Tenir ce crâne dans mes mains et contempler cette blessure mortelle était à la fois impressionnant et profondément troublant. L'une des leçons les plus marquantes que j'ai apprises est ce qui arrive aux os après la crémation. Les os deviennent cassants et ne brûlent pas complètement, donc ils sont placés dans un appareil spécial, un genre de broyeur, pour être réduits en poudre. Un jour, alors que je nettoyais l'un de ces broyeurs, je l'ai ouvert de manière trop brusque. Une rafale de cendres s'est envolée et m'a complètement recouvert le visage. J'étais tellement choqué que j'ai reculé en hurlant, réalisant trop tard que je venais de me poudrer avec les restes humains. J'ai passé le reste de la journée à me laver frénétiquement et à essayer de faire abstraction de ce qui venait de se passer. Mon père a acheté un cimetière quand j'étais au collège, et j'ai travaillé pour lui tout au long de mon adolescence. Mon travail consistait à entretenir le terrain, tondre la pelouse, couper les mauvaises herbes, nettoyer les parterres de fleurs. C'était un emploi de jardinage assez classique, sauf que mon lieu de travail était entouré de tombes et de monuments funéraires. Au début, l'idée de travailler dans un cimetière me mettait un peu mal à l'aise. Le silence y était presque trop profond, et l'atmosphère semblait figée dans le temps. Pourtant, on finit par s'y habituer. Avec les jours qui passent, l'endroit devient presque apaisant. Certes, il arrivait de voir des ombres fugaces du coin de l'œil ou d'entendre des bruits que le vent portait à travers les arbres, mais ce n'était jamais que des sensations furtives, faciles à ignorer. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était de devoir ouvrir les cryptes. Contrairement aux sépultures classiques, certaines tombes sont en fait des chambres souterraines fermées par d'énormes plaques de béton. Lorsqu'une famille souhaitait enterrer un nouveau membre dans une crypte existante, il fallait creuser jusqu'à environ 1,5 m pour dégager les plaques, puis les soulever avec précaution à l'aide de treuils. Derrière ces portes de ciment se cachait une petite pièce sombre et étroite. Ces cryptes peuvent contenir 2 cercueils ou accueillir plusieurs générations de restes incinérés. Dans les années 1950 et 1960, certaines familles achetaient une seule crypte pour toute leur lignée. Elles y déposaient les urnes de leurs proches et refermaient l'endroit. Mais certaines familles allaient plus loin, elles laissaient des bougies allumées, des fleurs séchées, des photos jaunies par le temps et même des objets personnels significatifs. Ouvrir l'une de ces cryptes après plusieurs décennies était à la fois fascinant et profondément troublant. Les bougies fondues, les photos fanées au coin usé et les fleurs réduites en poussière créaient une ambiance presque irréelle, comme si le temps s'était figé. Chaque objet semblait chargé de souvenirs et d'histoires oubliées. Mais le pire, c'était quand il fallait descendre dans la crypte. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère devenait oppressante. Vous vous retrouviez littéralement cerné par des traces de vie passée, entouré d'urnes et de souvenirs figés dans la pierre. L'espace exigu amplifiait cette impression d'être coincé entre deux mondes. Pendant quelques instants, on avait l'impression d'être un intrus dans un sanctuaire sacré. C'est une expérience qui m'a marqué à jamais. Pas à cause de la peur, mais à cause de cette étrange combinaison de respect, de fascination et de frissons inexpliqués qui vous envahit.
C'est un sentiment unique que je n'ai jamais ressenti ailleurs. Travailler dans un cimetière m'a confronté à des expériences aussi étranges qu'inoubliables. L'une des premières histoires qui me revient est celle d'un accident avec une pierre tombale. Alors que je tondais l'herbe un jour, j'ai heurté une énorme pierre tombale pesant environ 700 livres. Elle s'est dangereusement inclinée et a failli me tomber dessus. Il a fallu utiliser un tracteur et des chaînes pour la remettre en place. Après cet incident, je suis devenu beaucoup plus prudent en tondant près des monuments funéraires. Le cimetière abritait également un ancien caveau verrouillé depuis des décennies, dont la clé avait été perdue. La porte était en fer massif, épaisse de 2,5 pouces, et il était impossible d'y entrer. Cependant, un petit trou dans la porte permettait d'y glisser une lampe de poche et même de prendre des photos. Un jour, j'ai pris une photo à travers cette ouverture. Ce que j'ai vu à l'intérieur m'a glacé le sang, un squelette encore partiellement contenu dans un cercueil en bois en ruine. Il était évident que quelqu'un s'était introduit dans le caveau il y a des années, mais l'endroit restait figé dans le temps, comme une scène d'un vieux film d'horreur. En creusant des tombes, il n'était pas rare de tomber sur des objets anciens. Nous avons souvent découvert des bocaux en verre, des tuyaux en céramique utilisés pour le drainage, et même des morceaux de béton et de briques provenant de tombes oubliées. Chaque coup de pelle semblait déterrer un fragment d'histoire perdu depuis longtemps. Parmi les enterrements marquants, je me souviens particulièrement d'une cérémonie qui a pris des allures de fête improvisée. Une trentaine de voitures sont arrivées, un nombre impressionnant pour notre petite ville. Chaque personne présente était profondément émue, mais aussi visiblement ivre. Ils avaient décidé de rendre hommage aux défunts en buvant et en célébrant comme ils l'auraient voulu. Ils ont versé du whisky sur le cercueil et se sont enfilés des bières tout en riant et pleurant à la fois. C'était à la fois émouvant et complètement surréaliste. Un autre moment étrange a eu lieu après une longue journée de pluie. Nous devions recouvrir un cercueil de terre, mais en arrivant sur place, nous avons découvert qu'il flottait dans près d'1 mètre d'eau accumulée dans la fosse. Nous avons dû monter sur le cercueil pour le maintenir au fond tout en ajoutant des briques et de la terre pour qu'il reste en place. La sensation de marcher sur un cercueil est quelque chose que je n'oublierai jamais. L'histoire la plus triste, cependant, concernait une femme dont la fille était décédée d'une overdose 8 ans plus tôt. Elle venait souvent se plaindre du fait que le cimetière avait installé une autre pierre tombale trop proche de celle de sa fille. La famille n'avait pas acheté de parcelles supplémentaires à l'époque, ce qui avait obligé le cimetière à utiliser l'espace adjacent pour un autre défunt. Cette nouvelle pierre tombale était légèrement plus grande, ce qui alimentait la colère et la douleur de la mère. Elle semblait vivre dans une spirale de désespoir, souvent confuse, croyant que sa fille était morte en 2018 au lieu de 8 ans plus tôt. Elle voulait que nous déplacions non seulement la pierre tombale, mais aussi le cercueil de sa fille. Heureusement, j'ai quitté mon poste avant que cela ne devienne une véritable procédure. Cela reste l'une des histoires les plus tristes que j'ai jamais vécues dans ce métier. Pendant mes étés à l'université, alors que je poursuivais un diplôme en sciences de l'environnement, j'ai travaillé dans la restauration écologique. L'un de nos sites réguliers était un cimetière historique assez vaste, classé monument historique et reconnu comme parc public en raison de sa taille et de son importance culturelle. Situé dans une grande ville, ce lieu attirait non seulement des visiteurs curieux, mais aussi des amateurs de paranormal et des adeptes de pratiques spirituelles ésotériques. Les gardiens du cimetière devaient souvent gérer des intrusions nocturnes de groupes venus réaliser des rituels étranges. Il y avait régulièrement des signalements de personnes effectuant des cérémonies occultes, notamment à l'approche de l'automne, période associée à des fêtes spirituelles comme Samhain. Un jour, alors que mon équipe effectuait des travaux d'entretien dans une zone reculée du cimetière, je suis tombé sur quelque chose d'absolument troublant, un faucon mort, visiblement mutilé avec une précision inquiétante. Sa tête avait été soigneusement coupée et posée sur une pierre tombale voisine. Autour du corps sans vie de l'oiseau, des coquillages et des morceaux de verre de mer étaient disposés dans un motif étrange, comme une sorte d'autel improvisé. La scène m'a immédiatement mis mal à l'aise. C'était trop intentionnel pour être l'œuvre d'un animal ou d'un simple hasard. Les gardiens du cimetière,
habitués à ce genre de découvertes morbides, nous ont dit que ce n'était pas la première fois qu'ils trouvaient des oiseaux morts ou d'autres objets utilisés dans des rituels occultes. Conformément au protocole, nous avons contacté les services de contrôle des animaux et la police pour signaler l'incident. La découverte a été enregistrée comme acte suspect, même si ces affaires étaient rarement élucidées. Les autorités ne pouvaient pas faire grand-chose tant qu'il n'y avait pas de preuves directes de méfaits humains, et les rituels clandestins restaient monnaie courante, surtout à l'approche de l'automne. Heureusement pour moi, je retournais toujours à l'université au début de l'automne, juste avant que la période des célébrations occultes ne commence vraiment. Les gardiens, eux, n'avaient pas cette chance. Ils devaient composer avec ces situations inquiétantes, les visiteurs imprudents et les rituels mystérieux laissés derrière eux. Même des années après, je n'ai jamais oublié l'image de ce faucon mutilé et la sensation glaciale qui m'a traversé ce jour-là. Une histoire troublante que j'ai entendue en provenance d'un village en Inde illustre bien l'étrangeté que l'on peut parfois rencontrer autour des rituels funéraires. Une vieille femme, paralysée et alitée dans ses derniers jours, vivait dans une maison typique du village, où les lits sont souvent bas ou constitués simplement de matelas posés à même le sol. Ce que la famille ignorait, c'est qu'un nid de fourmis s'était formé quelque part sous la maison ou à proximité immédiate. Cherchant de la nourriture, les fourmis ont probablement exploré les alentours et, dans un moment tragique, ont trouvé leur chemin jusqu'au corps de la vieille femme, peut-être par son conduit auditif ou une autre ouverture corporelle. Personne n'a remarqué ce qui se passait tant qu'elle était encore en vie, son état la rendant incapable de signaler une quelconque gêne. Mais après sa mort, lorsque la famille a commencé à préparer son corps pour la crémation, un spectacle macabre s'est déroulé sous leurs yeux. Des centaines, voire des milliers de fourmis ont commencé à émerger de son corps, jaillissant de ses oreilles, de sa bouche et de tous ses orifices. La scène a horrifié sa famille, qui ne savait pas comment gérer cette situation inattendue et profondément dérangeante. Dans leur désespoir, ils ont eu recours à une méthode improvisée. Ils ont pris de la pâte à pain et ont bouché chaque ouverture du corps pour empêcher les fourmis de sortir davantage, le tout dans l'urgence de procéder à la crémation le plus rapidement possible afin de préserver la dignité de la défunte. J'ai travaillé comme fossoyeur dans un cimetière familial pendant quelques années il y a environ 20 ans. L'expérience la plus folle que j'ai vécue s'est produite une nuit où mon patron m'a appelé vers 23 heures. Rien d'alarmant à ce stade, nous étions d'astreinte le week-end, donc un appel tardif de sa part n'était pas si inhabituel. C'est à ce moment-là que les choses ont pris une tournure étrange. Il m'a demandé de venir au cimetière immédiatement pour ouvrir une tombe prévue pour le lendemain matin. Mais il avait besoin qu'elle soit prête à minuit. Il m'a ensuite expliqué la situation. Apparemment, nous avions exhumé 2 cercueils d'un cimetière de la région de Los Angeles. C'était au début des années 2000, et les corps y avaient été enterrés en 1979. Peu importe ce que les fabricants prétendent, les cercueils en acier inoxydable, étanches, sont une idée désastreuse. Les cercueils étaient suffisamment intacts pour être déplacés, mais lorsqu'ils ont été chargés dans le fourgon de transport, ils se sont cognés l'un contre l'autre. Le choc a brisé les coins, libérant le contenu liquide. Le liquide s'est répandu dans tout l'intérieur du véhicule. Le conducteur était furieux, mais il a tout de même pris la route de Sacramento, un trajet de 6 heures par l'autoroute I-5. Pendant tout le voyage, il n'a cessé de lutter contre des hauts-le-cœur. L'odeur était si insupportable qu'il a conduit la tête sortie par la fenêtre. En cours de route, il a appelé notre patron, l'implorant de faire ouvrir les tombes avant son arrivée, pour que les cercueils puissent être enterrés dès son arrivée. Ce que nous avons fait. Le lendemain matin, avant même que le funérarium n'ouvre, des habitants du quartier ont commencé à appeler pour se plaindre d'une odeur pestilentielle. Les pompiers sont venus inspecter les lieux, puis la police a fini par débarquer pour enquêter sur les signalements. L'odeur ne provenait pas des tombes, mais bien du fourgon utilisé pour le transport des cercueils. Nous avons tout essayé. Nous avons arraché la moquette et l'avons brûlée. Ensuite, nous avons retiré les plastiques et les avons nettoyés à grande eau. L'intérieur du fourgon a été trempé dans de l'eau de javel et aspergé de chaque produit de nettoyage disponible. Rien n'y a fait.
Face à l'impasse, le patron a contacté l'assurance. L'expert est venu inspecter le véhicule. Mon patron l'a accueilli à l'autre bout du parking, loin du fourgon. Dès que l'expert est sorti de sa voiture, il a froncé les sourcils et demandé « Quelle est cette odeur infecte ?» Mon patron a pointé du doigt le fourgon et expliqué que c'était précisément pour ça qu'il était là. L'expert a fixé le fourgon quelques secondes, puis a déclaré « Je vais appeler une dépanneuse ». Il est retourné dans sa voiture et a quitté les lieux sans jamais s'approcher davantage. Pendant 6 mois, j'ai travaillé comme fossoyeur. Un après-midi, on nous a demandé de creuser une tombe à la main dans un vieux cimetière, car il était impossible d'utiliser de l'équipement lourd sur les anciennes parcelles. Le sol était dur et rempli de racines et de débris, ce qui a rendu le travail extrêmement pénible. Creuser cette tombe a pris beaucoup plus de temps que prévu. La nuit était déjà tombée quand nous étions enfin sur le point de terminer. La visibilité était faible, et nos lampes torchées projetaient des ombres étranges sur les vieilles pierres tombales environnantes. À ce stade, j'étais épuisé mais déterminé à finir. En enfonçant ma pelle dans le sol, j'ai accidentellement frappé un vieux mur de briques appartenant à une tombe adjacente, probablement construite bien avant l'utilisation de cercueils en ciment. Une brique s'est détachée, laissant une ouverture sombre dans le mur effrité. C'est à cet instant que j'ai vu quelque chose bouger à l'intérieur du trou. Je ne peux pas expliquer exactement ce que c'était. Peut-être une racine qui s'est repliée sous la pression ou un petit animal qui s'était réfugié là, mais à ce moment précis, mon esprit épuisé et les ombres mouvantes créées par la lumière de ma torche m'ont fait imaginer le pire. Mon cœur a bondi dans ma poitrine, et j'ai pratiquement sauté hors de la tombe. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mes nerfs et me convaincre que c'était simplement mon imagination, une illusion créée par la fatigue et l'obscurité. J'ai travaillé sur des petits chantiers dans le cimetière du XIIe siècle de ma ville natale. Quand je dis XIIe siècle, je parle d'un cimetière autour d'une église qui est en usage continu depuis cette époque. Enterrer des corps au même endroit pendant autant de siècles finit par avoir des effets particuliers sur le sol. Après des centaines d'années de sépultures successives, la terre a été retournée des dizaines de fois et est essentiellement composée de fragments d'os humains. Planter des fleurs ou faire des travaux d'entretien signifie inévitablement tomber sur des dents, des phalanges ou d'autres fragments d'os. Le sol, à première vue, ressemble à du sable coquillé que l'on trouverait sur une plage. Mais en y regardant de plus près, on réalise que les morceaux blanchâtres ne sont pas des coquillages écrasés, mais bien des fragments d'os humains. Ce n'est ni effrayant ni particulièrement surprenant après un certain temps, mais cela reste une expérience étrange. On finit par s'habituer. Chaque fois qu'on découvre quelque chose d'identifiable comme une partie du corps humain, la règle tacite est de le manipuler avec respect, puis de le remettre délicatement sous la plante ou à l'endroit où l'on travaillait. Ce genre de travail rappelle à quel point l'histoire humaine est ancrée dans la terre elle-même. Chaque morceau d'os est un vestige silencieux de quelqu'un qui a vécu, aimé, souffert et finalement reposé sous ce même ciel depuis des siècles. Cela crée une étrange proximité avec le passé, quelque chose de difficile à décrire mais impossible à oublier. Je passe une grande partie de mon temps libre dans les cimetières à documenter des pierres tombales et à cartographier les lieux pour les registres. C'est un passe-temps que j'apprécie, même si cela m'a parfois conduit à des situations étranges. Un soir, alors que je travaillais plus tard que prévu, le soleil s'était couché sans que je m'en rende compte. Le cimetière où je me trouvais était en plein milieu de nulle part, entouré de champs de maïs à perte de vue. Le silence était total, uniquement interrompu par le bruissement du vent dans les épis. Alors que je rangeais mon matériel, j'ai remarqué des lumières qui scintillaient à travers le cimetière. Au début, je les ai attribuées à des lucioles, ce qui serait logique dans cet environnement rural. Mais en regardant de plus près, j'ai réalisé que ces lumières étaient bien trop grandes et stables pour être des insectes. Le calme de la nuit a soudainement pris une teinte plus oppressante. Mon esprit a commencé à envisager toutes sortes de scénarios inquiétants. Peut-être quelqu'un était-il là, utilisant une lampe de poche pour se déplacer entre les tombes?
Peut-être que je n'étais pas seul dans ce cimetière isolé, à des kilomètres de la civilisation. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. J'avais du mal à me concentrer sur mes gestes alors que je m'efforçais de rassembler mes affaires le plus rapidement possible. Chaque bruissement de feuilles me semblait suspect, chaque ombre projetée par la lumière de la lune semblait se mouvoir. Mon imagination s'est emballée. Des pensées irrationnelles se sont insinuées, des voleurs de tombes, des criminels cherchant un endroit isolé pour faire disparaître quelque chose, ou pire encore quelque chose d'inexplicable, d'invisible. Avec une montée d'adrénaline, j'ai attrapé mon sac et couru vers ma voiture. Les pierres tombales et les mottes de terre semblaient conspirer pour me faire trébucher, mais je me suis concentré sur une seule chose, atteindre la sécurité de mon véhicule. Je ne me suis pas retourné une seule fois, refusant de risquer de voir quelque chose qui pourrait me hanter à jamais. Une fois dans ma voiture, les portes verrouillées, j'ai pris une grande inspiration, encore secoué par la peur. J'ai travaillé à temps partiel dans un cimetière juif, principalement à la réception et à la gestion du bureau. Le cimetière fermait du vendredi après-midi au samedi soir pour respecter le sabbat. Parfois, nous restions un peu plus tard le vendredi pour traiter des factures ou envoyer des chèques avant la fermeture du week-end. Un vendredi après-midi, alors que nous étions sur le point de terminer la journée, nous avons entendu un bruit fort près de l'entrée principale du cimetière. Cette entrée était verrouillée, et seuls les employés pouvaient entrer ou sortir. Intriguée, la responsable du bureau a décidé d'aller voir ce qui se passait et m'a demandé de l'accompagner. En arrivant à la grille, nous avons vu une vieille femme, probablement âgée d'environ 70 ans. Elle était vêtue d'une robe élégante, comme si elle se rendait à une réception ou à une occasion spéciale. Elle semblait agitée et nous suppliait de la laisser entrer. Elle répétait sans cesse « Je dois rentrer, s'il vous plaît, laissez-moi rentrer ». Ce qui nous a troublés, c'est qu'il n'y avait aucun signe de voiture ni de moyen de transport aux alentours. Le cimetière était en banlieue, dans le New Jersey, dans une zone où il est quasiment impossible de se déplacer sans véhicule. Pourtant, elle était là, seule, impeccablement habillée, comme sortie de nulle part. Nous lui avons expliqué que nous ne pouvions pas ouvrir le portail sans l'autorisation du directeur du cimetière, alors nous sommes retournés au bureau pour le chercher. Quelques minutes plus tard, nous sommes revenus à la grille avec lui mais la femme avait disparu. Le directeur était perplexe et pensait que nous lui jouions une mauvaise blague. Pour lui prouver notre bonne foi, nous avons vérifié les enregistrements des caméras de surveillance. C'est là que les choses sont devenues encore plus étranges. Sur les vidéos, on nous voyait, la responsable du bureau et moi, debout près du portail, parlant à quelqu'un, mais de l'autre côté de la grille, il n'y avait personne. Aucune trace de la femme. Toutes les caméras pointées vers l'entrée montraient le même phénomène, on nous voyait clairement, discutant, visiblement en train d'interagir avec quelqu'un, mais personne d'autre n'apparaissait dans l'image. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Même aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce que nous avons vu ce jour-là. La responsable du bureau et moi avons décidé de ne pas en parler à nos collègues, mais de temps à autre, nous mentionnions cette étrange apparition entre nous. Je ne sais pas si c'était un fantôme ou autre chose, mais je suis convaincu que cette femme était bien réelle à ce moment-là. Je suis ancien directeur de pompes funèbres. L'un de nos employés était chargé de nettoyer après les visites et les veillées funèbres, une fois que tout le monde était parti. Une nuit, il devait être aux alentours de 21 h ou plus tard, il était en train de ranger lorsque, du coin de l'œil, il a remarqué un dernier invité qui semblait se promener dans la salle de visite. Pensant qu'un membre de la famille était resté après la fin de la cérémonie, il s'est dirigé vers la salle pour l'aider à sortir poliment. Mais lorsqu'il est entré, il n'y avait plus personne. La pièce était totalement vide et silencieuse. Troublé, il est revenu nous raconter ce qu'il avait vu. Il a décrit l'homme avec précision, ses vêtements, son allure, et même la manière dont il marchait. En l'écoutant, un frisson nous a parcouru. Nous lui avons montré quelques photos des familles que nous avions récemment aidées, pensant qu'il pouvait avoir confondu avec un proche venu pour une autre cérémonie. Mais ce n'était pas le cas.
Quand nous sommes tombés sur une vieille photo de famille que nous avions accrochée dans le bureau des directeurs, son visage s'est figé. « C'est lui », a-t-il dit d'une voix tremblante. L'homme qu'il avait vu dans la salle de visite était mon grand-père, l'ancien propriétaire de l'entreprise de pompes funèbres, décédé il y a peu de temps. Nous avons tous échangé des regards incrédules. Mon grand-père avait consacré toute sa vie à cette entreprise familiale. Était-ce son esprit qui faisait une dernière ronde pour s'assurer que tout était en ordre? Nous ne saurons jamais. Mais à partir de ce jour, chaque fois que je passe devant cette salle après la fermeture, je ne peux m'empêcher de penser qu'il veille encore sur nous, fidèle à son devoir jusqu'au bout. Mon colocataire travaillait dans un cimetière lorsqu'il était au lycée. Une matinée, vers 6 heures, alors qu'il commençait sa journée, il a aperçu un vieil homme assis, voûté sur une chaise au milieu du cimetière. Pensant qu'il s'agissait d'un veuf venu se recueillir tôt le matin, il a choisi de le laisser en paix, respectant l'intimité du moment. Les heures ont passé. La brume du matin s'est dissipée et le soleil s'est élevé dans le ciel. Mon colocataire, occupé à ses tâches quotidiennes tondre l'herbe, tailler les haies, entretenir les allées n'a pas pensé à vérifier à nouveau le vieil homme, imaginant qu'il serait parti après un moment de recueillement. Lorsque l'heure du déjeuner est arrivée, il a de nouveau jeté un coup d'œil vers l'endroit où se trouvait l'homme. À sa grande surprise, il était toujours là, immobile dans la même position. Trouvant cela inquiétant, il a décidé de s'approcher pour s'assurer que tout allait bien. En s'approchant, il a ressenti une étrange sensation de malaise, un pressentiment qu'il ne pouvait expliquer. Lorsqu'il est arrivé à quelques mètres de l'homme, la réalité de la scène s'est révélée dans toute son horreur. Le vieil homme était voûté, non pas à cause de l'âge ou de la fatigue, mais parce qu'il s'était tiré une balle sous le menton. Le sang avait éclaboussé la pierre tombale devant laquelle il était assis, celle de sa femme récemment décédée. Les fleurs fanées laissées sur la tombe étaient encore là, témoins muets d'un amour si profond qu'il ne pouvait supporter la séparation. Mon colocataire, figé d'horreur, a alerté les autorités après avoir repris ses esprits. Il est resté bouleversé pendant des jours, hanté par cette vision tragique. Ce n'était pas simplement un incident tragique, c'était une déclaration d'amour et de désespoir gravée dans la pierre. Les semaines suivantes, il a appris par les habitants du village que le vieil homme et sa femme étaient mariés depuis plus de 50 ans. Leur histoire était connue de tous, inséparables, profondément amoureux jusqu'à la fin. Lorsqu'elle était morte quelques mois auparavant, on disait qu'il avait perdu toute volonté de continuer à vivre sans elle. J'ai travaillé dans un cimetière pendant plusieurs années et, au fil du temps, je suis devenu très ami avec l'opérateur du crématorium situé sur place. C'était un type calme, un peu philosophe, le genre de personne que ce métier forge au fil des ans. De temps en temps, lorsqu'il n'y avait pas trop de travail, il me laissait jeter un œil à l'intérieur du four crématoire pendant les dernières phases du processus. À ce stade, il ne restait généralement pas grand-chose de reconnaissable, mais un détail m'a toujours frappé, le crâne ne se désintègre jamais complètement. Même après l'exposition à une chaleur extrême, il reste intact avant d'être réduit en fragments. C'était à la fois fascinant et dérangeant. Cela donnait une étrange perspective sur la fragilité et la résistance du corps humain. Cette expérience, bien que choquante pour certains, m'a toujours paru curieuse et presque scientifique. Cependant, les choses les plus bizarres n'étaient pas toujours liées au travail lui-même, mais plutôt aux personnes vivant autour du cimetière. Certains voisins se plaignaient régulièrement du bruit des inhumations. On entendait des plaintes du genre « Il y a encore un enterrement aujourd'hui. Ça fait du bruit et ça gâche notre après-midi dans le jardin. » Je n'ai jamais compris cette logique. Ces gens avaient sciemment acheté des maisons juste à côté d'un cimetière vieux de plusieurs siècles. Que attendaient-ils? Qu'on arrête les funérailles par respect pour leur barbecue dominical. Les directeurs de funérailles, eux, avaient des histoires encore plus folles. L'un d'eux m'a raconté une fois qu'un défunt était mort en haut d'un escalier en colimaçon incroyablement étroit. Pour descendre le corps, il a fallu mobiliser plusieurs personnes, en prenant soin de ne pas tomber. Une autre fois, un directeur a eu la malchance de se fouler le poignet en essayant de charger un cercueil dans le corbillard.
La situation est rapidement devenue chaotique, le cercueil a basculé et le corps s'est retrouvé étendu sur le trottoir, devant une rue animée. Ces anecdotes, bien que macabres, faisaient partie du quotidien. Travailler dans ce milieu vous donne une perspective unique sur la vie et la mort. C'est un mélange étrange d'émotions, tragédie, absurdité, et parfois même un humour noir indispensable pour faire face à ce que la vie et la mort vous réservent. Quand j'étais plus jeune, j'étais enfant de cœur et j'adorais servir lors des funérailles. Non seulement on était payé, mais on avait aussi droit aux histoires incroyables des directeurs de funérailles, souvent pleines d'humour noir et de rebondissements inattendus. Un jour, nous assistions aux funérailles du frère de 7 ans d'un ami à moi, décédé des suites d'une opération du cœur. L'atmosphère était lourde, chargée d'émotions. Pour alléger un peu l'ambiance sur le chemin du cimetière, le directeur des funérailles nous a raconté l'une de ses anecdotes les plus mémorables. C'était en plein hiver. Lorsqu'il neige, la plupart des cimetières préfèrent éviter les services à la tombe pour des raisons de sécurité. À la place, ils proposent une cérémonie dans leur chapelle, puis s'occupent eux-mêmes de l'inhumation. Mais cette fois-là, la famille du défunt était catégorique. Ils voulaient porter le cercueil jusqu'à la tombe, neige ou pas. Il faisait un froid glacial, le sol était recouvert de glace et de neige, et la tombe était située à environ 50 mètres en bas d'une colline. Le personnel du cimetière les a suppliés de reconsidérer leur décision, mais la famille tenait absolument à respecter cette tradition. Les porteurs ont donc soulevé le cercueil et ont commencé à avancer avec précaution. Ils n'ont fait que 6 pas avant que le porteur de tête ne glisse sur la glace et ne tombe lourdement sur le dos. Le cercueil lui a échappé des mains et, avant que quiconque ne puisse réagir, il s'est mis à glisser sur la pente enneigée comme une luge. Le directeur des funérailles a raconté qu'il avait eu l'impression de voir la scène au ralenti. Le cercueil dévalait la colline à toute vitesse, se dirigeant droit vers le dispositif métallique servant à descendre les cercueils dans la tombe. S'il percutait cet appareil, le cercueil risquait d'être gravement endommagé, ce qui aurait signifié un retour au funérarium et un cauchemar logistique. Mais juste avant l'impact, le cercueil a touché une petite bosse invisible sous la neige. L'avant s'est légèrement soulevé, et à la grande surprise de tout le monde, il a atterri parfaitement dans le berceau métallique du dispositif de descente. Un bruit sourd a retenti, puis le silence est tombé. Tout le monde s'est figé un instant avant de courir vers la tombe pour vérifier les dégâts. Contre toute attente, le cercueil était intact. Pas une seule égratignure. La famille, d'abord sous le choc, a éclaté de rire en réalisant l'absurdité de la scène. Ils ont finalement trouvé l'incident presque poétique, comme si le destin avait voulu marquer cette dernière étape de façon inoubliable. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.